Alors c'est parti. Il y a des seuils d'intelligence à partir duquel celle-ci devient contre-productive. Celle-ci empêche finalement de faire des choix. Pourquoi? Parce que l'intelligence, c'est ce qui permet d'accéder à la complexité et finalement faire face à trop de complexité, faire face à trop de variables sous nos yeux, ça nous empêche potentiellement de choisir. Donc l'intelligence à certains seuils peut vraiment devenir contre-productive. Au bout d'un moment, si vous êtes même plus intelligent que la moyenne, si vous jouez un coup par mois, finalement celui qui en jouera 100 par jour, comme j'ai mis ici, aura beaucoup plus de retour du réel et donc pourra beaucoup plus progresser. Et donc l'intelligence ne fait vraiment pas tout, c'est aussi notre capacité à les confronter, notre capacité à aller nous confronter au réel en fait. Communication et intelligence, j'ai mis un petit point là-dessus parce que c'est intéressant. En fait, la communication, elle est globalement permise par rapport à la ressemblance. C'est-à-dire que si on peut communiquer avec notre voisin, c'est parce qu'on a un langage commun. Le langage commun, c'est-à-dire chaque mot renvoie à une définition et derrière, on sait à peu près de quoi on parle. Même si quand on parle, en fait, on ne parle pas forcément exactement la même chose. Mais bref, la communication, elle est permise donc par la ressemblance. Que ce soit une ressemblance du langage, sinon il y a une barrière de la langue, du milieu social aussi. En fait, plus il y a de ressemblance, plus c'est facile de se comprendre, parce que plus on a déjà accès finalement à l'autre. Et donc finalement, une grande intelligence par rapport à la société place l'individu finalement au-dessus de la société en quelque sorte, mais ne le place pas dans la société. Et donc il y a déjà une barrière de par sa différence d'intelligence, ça fait qu'il finit par communiquer un langage qui est à peine compréhensible. Enfin, si vous croisez Einstein et qu'il vous explique la théorie de la relativité, potentiellement vous bitez rien parce qu'en fait le mec est beaucoup trop intelligent pour être compris. Et donc l'intelligence, il y a certains seuils d'intelligence qui empêchent réellement la communication et qui empêchent finalement, qui créent une barrière d'incompréhension. Certaines personnes à 130 de QI auront plus de facilité à communiquer avec des gens à 110 et les gens à 110 pourront plus facilement communiquer avec la moyenne qui est à 98 en France. Le QI d'écart qu'il faut pour communiquer globalement, c'est 30 points de QI. Au-delà de 30 points de QI, c'est comme si tu étais dans un monde différent, dans un monde autre que l'individu en face de toi. Donc ça sert plus à grand chose. Certains individus avec des QI trop hauts ne seront pas capables d'interaction. Moi j'ai pas mal de gens en séance qui ont un QI qui est plus élevé que la moyenne. Quelqu'un qui avait 170 de QI, je comprenais assez mal en fait. L'intelligence, donc ça permet de lire la complexité davantage, sauf que il faut aussi pouvoir la faire tourner, cette complexité. C'est-à-dire que si jamais vous devez jouer un instrument qui a 100 touches ou un instrument qui en a 10, ça va être beaucoup plus dur de vous coordonner. Le coût de la coordination interne sera beaucoup plus grand pour celui qui a 100 que celui qui en a 10. Et d'ailleurs, ça va se répercuter derrière si vous montez un business, si vous créez n'importe quoi, parce que finalement, même si vous avez accès à plus de variables, une centaine de variables, mettons là, et que l'autre en a accès à 10, bah, c'est beaucoup plus facile de composer une mélodie avec 10 variables qu'avec 100 en fait. Et donc derrière, pour vendre et pour se faire comprendre, ça sera potentiellement plus facile d'avoir moins de touches disponibles parce que finalement le réel est du coup plus simple. En fait, plus les capacités de l'humain augmentent, plus celui-ci a besoin d'un gros processeur pour le faire tourner. Et donc c'est comme si l'humain pouvait finalement plus encadrer sa complexité. En plus de ça, s'il y a de l'anxiété ou du névrotisme, bah, ça va être d'autant plus compliqué parce que justement, il y a une fatigue qui empêche de faire tourner cette intelligence. Bon, j'ai mis une métaphore de merde, hein, mais c'est comme avoir trois bras. C'est comme avoir trois... Putain, c'est comme avoir trois bras. C'est plus difficile à maîtriser que deux. Mais en cas de réussite, l'individu pourra aller plus loin. Bah, c'est la même chose avec l'intelligence. L'action vs l'observation. Alors ça, c'est pas forcément uniquement lié à l'intelligence, c'est-à-dire qu'il y a des gens il y a des gens intelligents qui sont action et observation, et il y a des gens moins intelligents qui sont aussi les deux. Mais il y a quand même une dominante observation avec l'intelligence, c'est-à-dire il y a une corrélation. Et sauf que trop d'observation, au bout d'un moment, ça sert à rien. C'est-à-dire que t'as beau stocker, avoir regardé 1000 vidéos, 100 000 heures de contenu et travailler pendant des années, si jamais tu fais rien et tu n'agis pas dans le monde, au bout d'un moment, il se passe rien. Et le monde, globalement, favorise l'action. Donc, si tu es en train d'essayer de réussir un projet, il faut passer pas mal de temps dans l'action et moins de temps dans la projection. La projection, c'est un truc, ça sert 10-15 minutes par jour, mais après, le reste du temps, ça sert à rien d'être tout le temps dans la projection, quoi. Donc, le truc qui est pas mal, c'est associez-vous avec quelqu'un qui favorise l'action. Moi, j'ai une dominante observation, donc je suis plus à stocker de la donnée et à réfléchir à comment faire en sorte de prendre le meilleur chemin. Et celui avec qui je suis associé est plus dominante action. Et donc là-dessus, on se complète bien parce que je peux mettre ma capacité d'observation au service de son action. Et donc là-dessus, ça crée une combinaison qui est plutôt pas mal.
Donc si jamais vous voyez que vous êtes à dominante observation, n'essayez pas de devenir à dominante action, parce que c'est sortir de votre zone de confort et c'est sortir de vos forces. Trouvez quelqu'un qui a finalement une zone de confort en action et qui lui pourra beaucoup plus facilement se servir de votre capacité d'observation. Et donc moi, comme j'ai une capacité d'observation, le mec avec qui je travaille, j'essaye aussi de le canaliser. C'est-à-dire que je peux plus prendre le truc en méta. Et finalement, lui, comme il est dans l'action, c'est lui qui met les impulsions, qui choisit de mettre la vitesse. Et moi, je vais plus être celui qui va canaliser. Il y a Laborie qui dit, Laborie c'est un neurobiologiste, chercheur, qui a failli le prix Nobel. Il dit un système nerveux, ça sert pas à réfléchir, mais ça sert à agir. Il dit ça suite à une expérience qu'il a fait, les rats de Laborie, je vous invite à aller voir si vous la connaissez pas. Alors, l'effet Dunning-Kruger, ça permet de comprendre pourquoi il y a des idiots qui n'ont pas du tout de mal à vendre. En fait, l'effet Dunning-Kruger, c'est le fait qu'il y a une courbe. Tant que tu connais peu un sujet et que tu es débutant, tu vas croire que finalement tu connais beaucoup parce que tu te rends pas compte de l'ampleur, de la complexité du sujet. C'est-à-dire si tu regardes 1 heure une vidéo, tu peux dire « Ah ça y est, j'ai compris ». Et puis en fait, tu creuses le sujet et tu te rends compte que finalement tes premières impressions, c'était des conneries. Donc tu comprends rien. Tu arrives dans la vallée de l'humilité et après tu consolides ton savoir et là tu te rends compte qu'il faut plus 4-5 ans pour penser un domaine plutôt que 3 semaines en fait. L'avantage de l'effet Dunning-Kruger pour celui qui est plus idiot finalement, c'est qu'il y a moins de place au doute. Donc il ne perçoit pas quand il est dans le côté débutant. Et comme une bonne partie des gens n'ont pas confiance en eux, tu peux être complètement idiot mais avoir énormément confiance en toi et vendre uniquement cette confiance en toi. C'est ce que font beaucoup de vendeurs sur internet, c'est-à-dire qu'ils comprennent pas réellement les sujets qu'ils ont poncés et finalement ils sont là, ils voient pas ce qu'ils voient pas, ils vendent de la confiance en soi et les gens achètent parce que beaucoup de personnes ont besoin d'un point de repère, d'un espèce de père rassurant et donc ils vont investir finalement le mentor comme étant un papa qui va les protéger. Et donc tu peux vendre des trucs depuis cet espace-là, depuis l'espace débutant, juste parce que tu as une grosse confiance en toi. Quand tu arrives là, ça va être plus difficile parce que justement tu as peu confiance en toi dans le sujet. Ce qui est normal en fait. Et une fois que tu arrives là, finalement tu peux vendre, mais peut-être plus difficilement parce que tu te rends compte qu'à chaque fois que tu prends un chemin, potentiellement tu dis une bêtise. Donc c'est plus compliqué de trouver une porte de sortie. L'intelligence, confiance en soi, je vois ce que je ne vois pas, ou je vois ce que je ne comprends pas. Finalement, l'idiot, c'est celui qui va avoir des œillères, qui va pas voir ses limites dans le réel. Et donc il va plus facilement avoir confiance en lui. Ou plutôt j'ai mis je vois bien plus ce que je ne sais pas. Voilà. L'intelligence permet bien plus de savoir ce que l'on ne sait pas et ce que l'on ne comprend pas. Les vendeurs de réussite sur Internet. Ouais, j'ai fait une petite partie là-dessus parce que je trouvais ça intéressant. Du coup, la confiance amène la confiance. Et si t'es pas capable de savoir pourquoi tu as réussi, tu pourrais facilement vendre finalement quelque chose que tu n'as toi-même pas compris, mais tu as quand même réussi. En fait, la réussite n'implique pas la compréhension du domaine dans lequel on a réussi. Ça peut être corrélé entre un facteur action et un facteur chance. C'est-à-dire que si tu fais 100 actions par jour, au bout d'un moment, il y a des endroits où le réel répond. Et t'as beau ne pas avoir compris pourquoi le réel a répondu, en attendant, t'as quand même réussi. En plus, celui qui est un peu plus idiot, le piano est composé de moins de touches, et donc ça sera plus facile d'expliquer la mélodie qui t'a permis de réussir. Et donc la raison pour laquelle tu crois que t'as réussi n'est pas forcément la réelle raison pour laquelle t'as réussi. C'est le principe des méthodes, hein. On essaye de mettre en boîte finalement un vécu. Sauf qu'on n'arrive pas forcément à le faire. Si tu crois que c'est uniquement de ton fait, tu n'auras donc pas de mal derrière à vendre aux individus que grâce à toi, ils vont trouver une nouvelle méthode pour réussir. L'idiotie ou le manque d'éthique permet donc de vendre facilement. Parce que aussi, il y a des gens qui en ont juste rien à foutre, qui voient qu'ils en sont là, qu'ils en sont finalement à la stupidité, mais comme l'éthique n'est pas très importante, ils peuvent quand même commencer à vendre depuis ici, quoi. Et il y a aussi un truc, c'est une phrase de Taleb que j'aime bien, l'illusion narrative renvoie à notre difficulté à regarder une suite de faits sans y tisser une explication. Donc ça c'est Taleb, Nassim Nicolas Taleb, je vous invite à aller lire Le Cygne Noir et Skin in the Game si vous ne l'avez pas fait. Le cerveau c'est une machine à créer du sens, et donc même si on n'a rien compris, on va recréer un sens a posteriori qui nous permet de dire ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, alors qu'on a juste réécrit une histoire. Et aussi, le manque d'intelligence a une contrainte qui est aussi un avantage, c'est qu'il y a un manque de recul sur ses actions. Donc on peut plus facilement agir dans le monde sans voir les dégâts qu'on fait. Mais donc le truc contraignant, c'est que potentiellement on fait plus de dégâts. Le truc avantageux, c'est que ça facilite l'action. Et donc on voit pas forcément là où est-ce qu'on appuie, sur les ressorts psychologiques. Là, je vous invite à aller re-regarder les 2 vidéos que j'ai fait juste avant, sans comprendre ce que l'on fait. Et comme la compréhension de l'autre est liée aussi à l'intelligence, ça veut pas dire qu'il y a forcément plus d'empathie.
ça veut dire qu'il y a une plus grande compréhension des patterns. Et donc ça permet, la compréhension peut vraiment arrêter l'action, hein. Il y a des gens que j'ai rencontrés, là je crois que j'en parle après. Il y a des gens que j'ai rencontrés, que j'ai accompagnés, qui sont par exemple très bons pour penser la structure d'un business, mais qui sont pas bons pour poser les premières pierres. Alors qu'il y a des gens qui sont à dominante action, qui sont très forts justement pour poser les premières pierres d'un business, de n'importe quoi en fait, de n'importe quelle activité, mais qui vont être très nuls pour pouvoir après penser la stratégie. Et donc il y a des gens qui sont plus dans l'observation et dans la stratégie, et d'autres gens qui sont plus dans l'action, qui sont plus dans le monde réel. Et donc, mais on a besoin des deux en fait. L'observation permet de voir en méta, l'action permet finalement de voir en direct, c'est-à-dire d'agir en direct sur le monde. Biais de la réussite et biais du survivant, et biais d'attribution. Ouais, ces 3 biais, justement, c'est pour revenir finalement sur ceux qui vont réussir par exemple sur Internet. Il y a des gens qui réussissent et qui pensent avoir réussi de par leurs seules actions. C'est-à-dire ils ne comprennent pas que c'est une combinaison d'actions, de facteurs chance à ce moment-là dans le monde, et que finalement s'ils devaient réitérer les mêmes actions dans le monde 3 semaines après, ça ne marcherait pas. Juste, en fait, ils ont surfé la bonne vague, sans même s'en rendre compte. Et derrière, il y a un énorme biais, le biais du survivant. C'est-à-dire que potentiellement, pour une réussite, il y en a 100 qui sont morts derrière. Et celui qui réussit va pouvoir vendre sa réussite sur Internet, notamment à tous les enfants qui n'ont pas confiance en eux intérieurement, et qui va dire « moi j'ai trouvé la méthode miracle, venez suivez-moi ». Et donc ça va faciliter à ce niveau-là l'espèce de gouroutisme qu'on peut retrouver sur Internet. Et donc là-dessus, il y a un biais du survivant, il y a un biais d'attribution parce que finalement, on a attribué notre réussite à des variables qui ne sont pas les bonnes, et il y a un biais de la réussite parce que la réussite, ça amène des boucles de rétroaction positive, et donc c'est la réussite amène la réussite, et finalement derrière il y a un mouvement de foule potentiellement. En plus avec Internet il y a des gros mouvements de foule, c'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un qui réussit quelque part, il y a une foule de personnes qui arrivent sur je sais pas, du contenu, sur n'importe quoi, et derrière ça le fait d'autant plus réussir parce que comme beaucoup d'humains ont envie de réussir en quelque sorte, ils sont attirés par la réussite et donc vont courir après les autres gens qui réussissent. Donc il y a un biais motivation et arnaque. Ouais, j'ai voulu mettre un petit paragraphe là-dessus parce que je trouvais ça intéressant. En fait, on parle beaucoup de motivation sur Internet, justement, et pour réussir, il faut de la motivation, blablabla. Sauf que, bon, la motivation, c'est globalement un médicament du siècle. C'est fait pour surpasser nos limites, là où, finalement, notre corps potentiellement dit stop, ou notre envie dit stop. En fait, la motivation, c'est un palliatif, c'est ce que j'ai mis là après, un palliatif à l'horreur de notre existence. Pourquoi je dis ça? Parce que tu peux avoir de la motivation extrinsèque et de la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est quand tu as vraiment envie de faire quelque chose. C'est-à-dire tu te lances dans une activité, sauf que tu as tellement envie de la faire que tu n'as pas besoin de motivation. La motivation est là quoi que tu veuilles. C'est-à-dire quoi que tu fasses, dans tous les cas, tu as envie, je sais pas, quand tu es gosse, de jouer avec tes Playmobil. Tu n'as pas besoin de motivation extrinsèque. Et donc, je dis que la motivation, c'est un palliatif à l'horreur de l'existence parce que généralement, on vend de la motivation extrinsèque qu'on essaye de faire devenir intrinsèque, mais ça marche pas forcément, ça marche même pas du tout en général, juste pour combler le fait qu'on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. Moi je vous dis, ne vous emmerdez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Choisissez ce que vous avez envie de faire et faites en sorte de déléguer toutes les choses que vous n'avez pas envie de faire. Et si jamais vous ne pouvez pas les déléguer, essayez de ne pas les faire. Surtout quand vous êtes dans de l'entrepreneuriat ou des trucs comme ça. Concentrez-vous sur vos zones de génie, ne devenez pas fort partout, c'est débile. Et donc le problème c'est que voilà, on essaye de devenir bon partout parce qu'on n'accepte pas d'être impuissant par endroit, alors que bon moi il y a des endroits, je suis très fort pour penser la stratégie, je suis très fort pour comprendre les individus. Par contre je suis très nul, je sais pas, pour comprendre, pour le style, les habits. Finalement j'ai aucune vision autour de ça, j'ai aucune vision autour des couleurs, de la façon dont les gens s'habillent, du placard. Enfin, ma copine elle me demande de ranger des affaires dans son placard, je peux bugger pendant un quart d'heure devant ses tiroirs parce que je sais jamais lequel est lequel. Et même quand je regarde, je bug en fait. Mon cerveau n'est pas câblé pour ça. Vraiment, j'ai des lacunes à ce niveau-là. Mais bref, au lieu d'accepter ces lacunes, on va essayer de se développer partout alors que, bon, finalement, soit on n'est pas fait pour faire ça, soit on est fait pour qu'un autre individu à cet endroit-là s'associe et toi tu fais une partie du process et l'autre individu fait une autre partie du process. Et c'est à ça que ça sert, le fait de collaborer. C'est le fait qu'on ait des différences et qu'on puisse s'aider sur nos différences, qu'on n'est pas tous les mêmes, qu'on n'est pas des clones. Donc la motivation, c'est un artifice pour pallier à l'horreur. La motivation, c'est le frein à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Quand on essaye de mettre de la motivation, c'est le frein finalement à faire quelque chose que l'on ne veut pas faire. Moi je me dis, faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire en général. Hein. Vouloir réussir est une conséquence et pas une cause. Ouais, bon, comme le titre c'est quand même « Il faut être idiot pour réussir », je pense que
vous êtes des gens qui vous avez envie de réussir des choses dans votre vie, c'est-à-dire ce dans quoi vous êtes investi. Mais la réussite, c'est qu'une conséquence de l'amour pour une tâche qu'on effectue. C'est-à-dire que si la réussite, ça devient la cause première, c'est que vous êtes globalement en train d'essayer de compenser quelque chose, potentiellement votre ego, quelque chose qui est mal en place, c'est-à-dire que vous avez du mal à vous sentir petit, du coup vous avez besoin d'être le meilleur. Mais globalement, la réussite, c'est la conséquence de l'amour pour un domaine et d'une espèce de discipline, mais qui vient naturellement de par cette motivation intrinsèque, finalement, pour l'amour du domaine en question. Et globalement, sinon, ça s'appelle de la maltraitance. C'est généralement, on va se forcer à trouver de la motivation et de la discipline dans ce pourquoi on n'est pas fait. Sinon, la discipline, elle vient naturellement. Et puis même, il n'y a pas forcément besoin de discipline pour réussir. C'est-à-dire que je connais des gens qui font des centaines de milliers par mois et qui n'ont pas de discipline en soi. Qui n'ont pas de discipline. Donc, à la limite, c'est ce que j'ai mis, c'est soyez juste un branleur intelligent qui trouve son domaine. La réussite, c'est une externalité positive au fait de faire quelque chose que l'on aime bien et au fait de faire quelque chose. Voilà. J'espère que la petite vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous donner quelques cordes et puis je vous invite à vous abonner, à ne pas hésiter à me contacter si vous avez envie et puis à échanger avec moi, à échanger dans les commentaires, à partager votre vision de la réussite et de l'intelligence, de tout ça. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.